plus d'attente, je vais introduire M. Pascal Salin, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, M. Salin est économiste et spécialiste de la théorie monétaire. Donc, il est notamment cofondateur du centre de recherche Jean-Baptiste Say, qui dépend de la faculté de Paris et qui produit toutes sortes de recherches et d'études sur l'économie de marché, notamment avec une approche microéconomique. Il a travaillé rapidement pour le FMI, l'ONU, pour le Harvard Institute for International Development, et il a été notamment aussi président de la Société du Monde Pèlerin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société internationale de pensée de penseurs libéraux qui a été fondée par Friedrich Hayek, que vous devez connaître un petit peu quand même. Pour ce qui est de ses travaux, donc, il a publié beaucoup de livres, donc on peut citer La tyrannie fiscale, Concurrence et liberté des échanges, un très beau bouquin aussi que je vous encourage à lire qui s'appelle Libéralisme. Et donc il a effectué de nombreux travaux dans la finance publique sur des questions monétaires, la microéconomie, l'école autrichienne, voilà, pour ne citer que ça. Donc voilà, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir M. Salin. Merci. Bonsoir, vous m'entendez? Je suis très heureux de cette occasion de m'adresser à Students for Liberty à Lyon. Ah, c'est pas que ça bouge. Je dois dire que j'apprécie ce mouvement. J'ai eu l'occasion déjà de m'adresser à plusieurs groupes en France ou ailleurs. Et je suis très, très heureux donc d'avoir cette nouvelle occasion dans une université que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Le nom, bien sûr, entendu, mais où je n'étais jamais venu. Donc, le sujet de ce soir, c'est banque, qu'avez-vous fait de notre monnaie? Et en précisant peut-être banque centrale, mais il est vrai que le sujet déborde quand même le simple aspect des banques centrales. Alors, je voudrais commencer par faire une sorte d'histoire plus ou moins imaginaire, mais qui nous permettra de préciser les problèmes, et nous verrons qu'en réalité, l'histoire imaginaire est assez proche de l'histoire réelle. Avant de rappeler ce que vous connaissez, les fonctions de la Banque centrale, en insistant sur le caractère monopolistique qui vient d'ailleurs d'être signalé. Et parmi les problèmes que posent les systèmes monétaires de notre époque, je voudrais insister en particulier sur les crises monétaires et prendre d'ailleurs rapidement l'exemple de la dernière crise. Et je terminerai en parlant des illusions de la politique monétaire et aussi, bien entendu, j'esquisserai rapidement quelques solutions pour sortir de cette situation. Alors, tout d'abord, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de l'histoire monétaire? Je le répète, c'est une histoire reconstituée, plus ou moins inventée, de manière logique, comment a pu se développer l'histoire monétaire, mais cette histoire que je brosse à grands traits est assez proche, malgré tout, de la réalité. Alors, bien évidemment, nous le savons, l'humanité a commencé en pratiquant l'économie de troc. L'économie de troc, c'est évidemment pas facile, et peu à peu a émergé le besoin d'utiliser une monnaie. Les historiens sont d'ailleurs incapables de savoir exactement comment elle a émergé. Ce qui est très probable, c'est que spontanément, on a sélectionné par l'usage un bien parmi d'autres qui a joué ce rôle d'être un instrument dans l'échange indirect et en même temps une réserve de valeur. Et ceci m'amène d'ailleurs directement à quelque chose qui me paraît central, qui est la définition de la monnaie. Si l'on veut évaluer un système monétaire, il faut évidemment avoir un critère, et le critère, de manière très simple, c'est le critère qu'est-ce que c'est qu'une bonne monnaie? Eh bien, une bonne monnaie, c'est une monnaie qui remplit son rôle, et c'est bien pourquoi il faut préciser le rôle de la monnaie. Alors, pour ma part, j'aime bien définir la monnaie comme un pouvoir d'achat généralisé. C'est-à-dire que la monnaie, c'est un bien qui est échangeable contre n'importe quoi, n'importe quand, auprès de n'importe qui. Bien entendu, aucune monnaie ne joue exactement parfaitement ce rôle. Les différents biens jouent plus ou moins bien ce rôle monétaire, mais fondamentalement, c'est la capacité à être un pouvoir d'achat latent qui constitue ce qu'est une bonne monnaie. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'historiquement,
les premières monnaies ont été des biens réels. Ça a été l'or, mais pas seulement l'or, l'argent, parfois des blocs de sel, des morceaux de tissu, etc. Des biens qui avaient une valeur intrinsèque par eux-mêmes, qui étaient désirés par eux-mêmes, mais qui en plus ont donné des services que l'on peut appeler des services de liquidité. Donc partons de l'hypothèse qu'au départ, il y a de l'or qui est utilisé comme monnaie. Et je le répète, c'est un système qui est né spontanément, qui n'a pas été construit par une autorité. Et nous verrons tout au long de cette histoire qu'il y a toujours eu en quelque sorte le conflit entre le développement spontané du système monétaire et puis l'insertion de la contrainte publique. Donc au début, nous avons, faisant cette hypothèse, des pièces d'or, ou des lingots d'or, pourquoi pas, qui circulent. L'or joue bien son rôle, c'est un pouvoir d'achat natant, il est sans doute sélectionné bien souvent comme monnaie parce qu'il est durable, qu'on ne peut pas en produire de manière inconsidérée. Mais bien évidemment, un système de ce genre a ses limites, parce que les pièces d'or, c'est lourd à transporter, on peut se faire voler, etc. Et peut-être surtout parce qu'il n'est pas évident d'avoir ce qu'on appelle de la monnaie divisionnaire. Alors on a souvent complété l'or par des monnaies en cuivre, en argent, etc. Mais il n'empêche que la divisibilité des signes monétaires n'est pas parfaite dans des systèmes de ce genre. Et c'est pourquoi, à une étape ultérieure de l'évolution monétaire, on a inventé ce que j'appellerais des certificats d'or, c'est-à-dire des droits de propriété sur l'or. Au lieu de faire circuler l'or lui-même, on a fait circuler des droits de propriété sur l'or. Comment cela s'est passé? C'est intéressant de noter du point de vue de l'histoire effective que les premiers certificats d'or qui sont, vous le sentez bien, les ancêtres de nos billets de banque, ce qu'on appelle maintenant les billets de banque, mais précisément, à l'origine, ce n'étaient pas des billets de banque. Les premiers certificats, droits de propriété sur un bien monétaire réel, il semble bien qu'ils ont été émis par les orfèvres en Angleterre, et non pas par les banques. Les banques, elles existent depuis longtemps. Leur rôle, c'est de transférer, de transformer l'épargne, mais ce n'est pas fondamentalement le rôle monétaire qui est important pour définir une banque. Donc, initialement, nous avions d'une part des banques qui s'occupaient de la transformation et du transfert de l'épargne, et d'autre part des émetteurs de billets, de ce que j'appelle des certificats d'or. Au lieu de, je le répète, de faire circuler les pièces d'or ou les lingots d'or, il était plus commode de faire circuler des billets que l'on pouvait indéfiniment diviser en unités éventuellement extrêmement petites. Alors, un système de ce genre, c'est un système qu'on peut appeler un système de réserve à 100%. Autrement dit, l'orfèvre, pour prendre cet exemple, il garde dans ses coffres de l'or qui est déposé par les détenteurs de monnaie. Et vous voyez bien d'ailleurs en cela l'origine du mot dépôt. Il y a un dépôt d'or qui est fait par les détenteurs de monnaie, et en contrepartie, on leur délivre, pour une valeur équivalente, des papiers sur lesquels il est écrit « Je promets d'échanger contre ce billet telle quantité d'or à n'importe quelle date au porteur qui se présentera ». Donc, à l'origine, il y a absolument équivalence entre les billets qui circulent et l'or qui est déposé. Les réserves en or détenues soit par des orfèvres, soit ultérieurement par des banques, représentent 100% des billets en circulation. Mais là encore, nous avons un petit problème pratique, à savoir que émettre des billets, ça a tout de même un coût. C'est un coût, il faut les imprimer, il faut par ailleurs garder l'or, et pour cela, pour jouer ce rôle de garde-l'œil en quelque sorte, il faut engager des dépenses qui sont d'ailleurs proportionnelles à la durée pendant laquelle les billets circulent. Comment faire payer ces services rendus par les émetteurs de billets? Alors, à l'origine, je reprends toujours cet exemple des orfèvres, c'était pour eux, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler à notre époque un produit d'appel. Pour rendre service à leurs clients, ils leur disaient, bon, ben, voilà ce qu'on va faire, on va vous garder votre or pour qu'on ne vous le vole pas, nous, on est bien équipés pour ça, et puis en contrepartie, on émet des billets. Et ces billets étaient donc des créances sur les orfèvres en question, et ultérieurement sur les banques. Mais
il y avait donc cette difficulté de faire rémunérer le service rendu par les émetteurs de certificats d'or. Et très naturellement, donc, on a inventé ce qu'on a appelé les systèmes de réserve fractionnaire, à savoir que l'émetteur de billets ne détient qu'une partie de la valeur des billets qu'il met en circulation. Il y a, par exemple, il émet des billets qui valent 100, eh bien, il va garder 50 en or, et le reste qui a été déposé chez lui, il va le prêter, il va faire crédit. Et il se rémunère parce qu'il reçoit un intérêt sur les crédits qu'il fait. Donc on voit apparaître une des caractéristiques des systèmes monétaires de notre époque, à savoir que l'émission de billets, l'émission de monnaie, a pour contrepartie une distribution de crédit qui rapporte un taux d'intérêt à l'émetteur de la monnaie. Donc je pense que pendant un certain temps, dans l'histoire réelle, il y a eu un peu une concurrence entre des émetteurs de billets qui gardaient des réserves à 100% et des émetteurs qui avaient des réserves fractionnaires. Et ça a été le résultat des choix des uns et des autres. Les détenteurs de billets ont considéré très probablement qu'ils avaient suffisamment confiance dans les émetteurs de billets pour les conserver et qu'ils avaient l'espoir de pouvoir les échanger quand ils le voudraient contre l'or qu'ils avaient déposé. Bien entendu, le système repose sur l'idée que qu'il y aura une demande le même jour de la part de tous les détenteurs de billets pour la conversion en or. Alors, ce système de réserve fractionnaire est parfois critiqué, en particulier par certains économistes de ce qu'on appelle l'école autrichienne, qui a été citée tout à l'heure, à laquelle moi-même j'adhère, mais je suis un petit peu en désaccord là-dessus, à savoir qu'il y a dans l'école autrichienne, celle qui a été illustrée en particulier par Friedrich Hayek et par Ludwig von Mises, il y a un certain nombre de gens qui disent c'est pas honnête de ne pas conserver 100% de réserve en or, et donc il faudrait interdire les systèmes de réserve fractionnaire. Pour ma part, je considère qu'elles sont justifiées pour la raison que je viens d'indiquer, à savoir que ça permet de rémunérer le service qui est rendu aux détenteurs de monnaie, et que par ailleurs, dans la mesure où le système est accepté librement par les uns et par les autres, c'est que tout le monde y trouve son intérêt. Alors, nous allons passer maintenant à une autre phase du système. Nous étions donc dans une phase où chaque émetteur de monnaie émettait ses propres billets qui étaient des créances sur lui-même. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, chacune de ces monnaies avait un espace de circulation relativement limité. Alors revenons à la définition de la monnaie que je donnais tout à l'heure, à savoir un pouvoir d'achat généralisé. Il est évident qu'une monnaie est d'autant plus utile qu'elle circule plus largement. Si je sais qu'en détenant une certaine monnaie, je peux l'échanger auprès de pratiquement n'importe qui, tout au moins dans une zone importante, celle qui m'intéresse, eh bien je serai davantage incité à détenir cette monnaie. Et parce que les individus sont rationnels de manière générale, ils sont intelligents, ils sont capables de découvrir des solutions aux problèmes qui se posent. Quelle est la solution qu'on a trouvée? Eh bien, la solution qu'on a trouvée a consisté à créer ce que, pour ma part, j'appelle un cartel d'émetteurs de monnaie. Et permettez-moi peut-être d'ailleurs maintenant d'utiliser le terme de banque, parce que finalement, à un certain moment dans l'histoire, ce sont essentiellement les banques, et non plus les orfèvres ou d'autres producteurs, qui ont émis la monnaie, pour une raison que l'on peut comprendre d'ailleurs, à savoir que la banque, elle est spécialisée dans la fourniture de crédit, entre autres choses. C'est son métier. Et dans la mesure où l'émetteur de monnaie utilise une partie des dépôts en or pour faire crédit, eh bien, de manière assez naturelle, ceux qui étaient spécialisés dans la fourniture de crédit se sont mis à fournir des crédits contre remise de titres monétaires. Donc, appelons ces organisations des banques, mais en sachant bien qu'il n'y a pas de nécessité pour que ce soit les banques qui émettent de la monnaie, et que ça n'a pas été le cas historiquement. Donc, nous allons voir se constituer ce qu'on peut appeler un cartel de banque. Alors, le mot de cartel, il est mal vu en général, parce qu'on a tendance à considérer
qu'un cartel, c'est un système par lequel plusieurs entreprises s'entendent entre elles pour exploiter les consommateurs. Pour ma part, je défends les cartels volontaires, à condition qu'ils soient soumis à la concurrence et que précisément, parce que la concurrence existe, ils ne puissent pas spolier les consommateurs. S'ils les spoliaient, d'autres, des concurrents extérieurs, viendraient sur le marché et les empêcheraient de retirer des profits de cette situation. Un cartel est censé unir plusieurs entreprises pour exercer une situation de monopole. Et pour ma part, je pense que les seuls véritables monopoles sont les monopoles publics, parce qu'ils reposent sur la contrainte, ça exclut complètement la concurrence. Et de la même manière, les seuls véritables cartels qui sont nuisibles sont les cartels publics. Par exemple, les cartels de gouvernement qui s'entendent pour faire quelque chose et pour interdire de faire quoi que ce soit d'autre. Donc nous avons eu la création de cartels monétaires. C'est sous quelle forme? Eh bien, plusieurs banques émettant des signes monétaires qui portaient peut-être le nom de la banque truc émettait des trucs, la banque machin émettait des machins, etc. Elles s'entendent de la manière suivante en promettant, enfin, pas forcément, et il se peut que chacune d'elles agisse de manière spontanée, indépendante, et qu'elles promettent aux détenteurs de ces billets de les échanger sans limite à prix fixe contre les billets émis par les autres banques. Et de cette manière-là, tous les signes monétaires émis par toutes les banques qui font partie du cartel sont parfaitement substituables entre elles, constituent une seule et même monnaie. On sait qu'en détenant une monnaie émise par la banque A, on peut l'échanger contre la monnaie émise par la banque B, C, etc. Et par ailleurs, chacune de ces banques donne une garantie de convertibilité en or à prix fixe. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce système? Là, le problème qui est toujours soulevé à propos, qu'on peut toujours soulever à propos des réserves fractionnaires, c'est que potentiellement, il y a une possibilité de création monétaire infinie. En réduisant le taux de réserve en or indéfiniment, et puis on crée des signes monétaires en quantité presque illimitée. C'est ce qui se passe, ce qui s'est passé ultérieurement, ce qui se passe à notre époque. Dans le cartel dont je parle, il y a concurrence entre les banques. Si une banque se met à faire trop de création monétaire, eh bien, on va quitter cette banque parce qu'on n'a pas confiance, on va dire qu'elle sera incapable de rembourser en or les signes monétaires qu'elle émet, donc on va aller vers une autre banque, vers un autre émetteur de monnaie. Ce qui est essentiel, c'est la concurrence. J'en suis d'accord, un système de réserve fractionnaire potentiellement permet une création monétaire illimitée, mais s'il y a concurrence, eh bien, il y a un frein à cette création illimitée de monnaie. Donc, il y a un système de garantie de convertibilité mutuelle entre les différentes monnaies, et on peut dire que tout système monétaire est en fait un système de cartel par lequel il y a des garanties de convertibilité à prix fixe entre les différents signes monétaires créés par tous les producteurs de monnaie. Dans un système de ce genre, je le signale au passage, il est inconcevable d'avoir une chose que l'on connaît bien à notre époque, qu'on appelle une dévaluation. Qu'est-ce que c'est une dévaluation? C'est une décision qui consiste à dire à peu près ceci aux détenteurs de monnaie. Voilà, je vous ai vendu un signe monétaire, appelons-le par exemple l'écu. Je vous ai vendu un écu contre un gramme d'or. Et j'ai promis d'échanger cet écu contre un gramme d'or à n'importe quel moment. Mais vous venez et je vous dis, ah non, j'ai changé d'avis, maintenant je vous donne un demi-gramme d'or seulement. Qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation? C'est du vol pur et simple. C'est une rupture de contrat. Et dans un système comme celui où je me trouve encore dans mon évolution historique, un système de banques privées qui émettent des signes monétaires, ceci n'est pas possible. Parce que les propriétaires des banques sont responsables en tant que propriétaires, ils savent bien que s'ils n'honorent pas leur contrat, il y a une relation contractuelle entre le détenteur de monnaie et l'émetteur de monnaie. S'ils n'honorent pas le contrat, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux. Rupture de contrat, bien sûr. Et si jamais ils ne sont pas poursuivis devant les tribunaux, ils perdent tous leurs clients et ils font faillite.
Et ce n'est pas leur intérêt, évidemment, de faire faillite. Donc, dans un système de ce genre, il ne peut pas y avoir d'évaluation. C'est un système qui repose sur la responsabilité personnelle et le contrat. C'est un système civilisé. Alors, dans l'évolution historique, on a vu apparaître quelque chose qui a été l'insertion de la puissance publique. J'aurais pu le signaler plus tôt, parce que quand je parlais des pièces de monnaie tout à l'heure, des pièces d'or, des pièces d'argent, bien souvent l'État a essayé de se donner un monopole pour la production des pièces, et il en a profité pour faire, là encore, des manœuvres que l'on peut appeler des manœuvres de vol, en diminuant le titre ou le poids de la monnaie. Bien souvent, les souverains, les princes ont extorqué comme ça des ressources aux détenteurs de monnaie. Mais laissons ça de côté, je reviens donc au stade où j'en étais. Donc nous avons un système avec plusieurs banques qui se donnent des garanties mutuelles de change. Et je vous le signale, ce n'est pas du tout de l'imagination. C'est des choses qui ont existé parfaitement, en particulier au XVIIIe siècle. Il y a eu des études qui ont été faites particulièrement sur l'Écosse. En Écosse, il y a eu 6 ou 7 banques qui se sont données comme ça réciproquement des engagements de convertibilité entre leurs monnaies, et puis elles avaient toutes des engagements de convertibilité en or. C'est un système qui a parfaitement fonctionné, parfaitement. Il n'y a pas eu d'inflation, il n'y a pas eu de faillite. Le système a très bien fonctionné. C'est pourquoi quand on parle à notre époque de concurrence entre des monnaies privées, je l'évoquerai tout à l'heure rapidement, dans la discussion suivante, les gens disent mais c'est inconcevable, etc. Et pourtant, ça a bien existé et ça a bien fonctionné. Mais alors, voilà, l'insertion du pouvoir politique, comment elle s'est faite? Eh bien, en particulier, parce que, bien souvent, les États ont donné à une banque particulière le privilège d'émettre les billets. C'est-à-dire qu'on a créé de manière obligatoire, de manière coercitive, on a créé un monopole pour la production des billets. On a interdit aux autres d'en produire. Et je vous le signale au passage, c'est quand même amusant à savoir, en France, ce qu'on appelle la Banque de France, c'était au début du XIXe siècle une petite banque privée pas particulièrement efficace et renommée. Et Napoléon lui a donné le privilège d'émettre les billets, d'abord pour la région parisienne, ou un peu plus, et puis ensuite pour toute la France. Mais il faut savoir qu'il n'était pas idiot, mais il avait le pouvoir. Lui et sa famille, ils étaient actionnaires de la banque. Il avait bien compris qu'on faisait des profits illicites, mais légaux, en donnant des privilèges à une institution. Donc, ultérieurement, la banque a été nationalisée. Mais on retrouve un peu la même histoire partout dans le monde, à savoir les États qui donnent un privilège d'émission des billets à une banque, on lui donne un statut particulier, et dans la mesure où elle a le monopole de l'émission des billets, eh bien, c'est elle, évidemment, qui doit aussi garantir la convertibilité en or des billets en question. Et donc, on voit apparaître un système hiérarchique avec une banque, qu'on appellera ultérieurement la banque centrale, qui a ce monopole de la création des billets, et qui, par ailleurs, donne des garanties de convertibilité en or. Et les banques commerciales, comme on les a appelées, ou banques de second rang, elles détiennent des réserves auprès de la banque centrale pour qu'elles peuvent échanger contre des billets pour satisfaire les demandes de billets de leurs clients. Donc le système que nous connaissons bien est apparu ainsi. Et ultérieurement, dans beaucoup de pays, si ce n'est tous, peut-être pas tous, mais dans beaucoup de pays, on a considéré qu'il était choquant qu'une banque privée ait un monopole, donc on a nationalisé la banque à monopole. Au lieu de rétablir la concurrence, on a nationalisé. Et alors là, on a transformé complètement le système. Comme je vous le disais tout à l'heure, on était initialement dans un système qui reposait sur le contrat et sur la responsabilité personnelle, et la concurrence, et qui en tant que tel ne pouvait pas spolier les utilisateurs de monnaie. Et on est passé à un système parfaitement arbitraire, puisqu'on considère à notre époque
que les organisations publiques peuvent décider de manière discrétionnaire de ce qu'elles veulent, qu'elles n'ont pas à respecter un contrat. Et ceci signifie quoi? Ceci signifie que ces banques centrales qui sont censées garantir la convertibilité des monnaies en or, eh bien, elles peuvent très bien ne pas respecter les règles du jeu. Elles peuvent profiter du système de réserve fractionnaire pour faire une émission de monnaie pratiquement illimitée. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, les banques commerciales sont un peu complices de la Banque centrale parce que les unes et les autres gagnent à faire de la création monétaire. Produire de la monnaie, ça ne coûte pratiquement rien, mais en contrepartie, on fait des crédits qui rapportent un intérêt. Donc les banques centrales et les banques commerciales font des profits, d'autant plus qu'elles créent de la monnaie. Ça me frappe souvent comme dans beaucoup de pays où, quand on voit un très beau bâtiment dans la capitale, c'est la Banque centrale. Il y a plein d'argent dans la Banque centrale qu'ils utilisent pour s'offrir de beaux locaux et internalisent les profits. Donc la Banque centrale et les banques commerciales font des profits, mais évidemment aux dépens des utilisateurs de monnaie. Puisque les utilisateurs de monnaie ont des monnaies qui se déprécient. Plus on crée de la monnaie, plus il y a surabondance de monnaie, plus il y a détérioration du prix de la monnaie par rapport au bien, perte de pouvoir d'achat. Par définition, ce qu'on appelle l'inflation, et c'est une perte de pouvoir d'achat, c'est une atteinte à la qualité de la monnaie. Et donc les banques centrales, c'est une constante de l'histoire du XXe siècle, du XXIe aussi, les banques centrales ont constamment profité du système de réserve fractionnaire pour faire de la création monétaire, et si elles faisaient trop si elles prétendaient être en régime de change fixe, c'est-à-dire constituer des cartels avec d'autres banques centrales garantissant la convertibilité à prix fixe entre les monnaies, mais si elles faisaient trop de création monétaire, eh bien, elles dévaluaient, c'est-à-dire qu'elles ne respectaient pas l'engagement qui avait été pris de convertibilité à prix fixe. Et enfin, la dernière phase de l'évolution, c'est celle où nous nous trouvons, à savoir qu'on a fini même par supprimer la garantie de convertibilité en or. Et ça, c'est une histoire assez récente, puisque à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on avait prétendu revenir à l'étalon or, avec les accords de Bretton Woods. On avait simplement décidé que les banques centrales pouvaient être censées garantir leur propre monnaie en or si elles garantissaient en termes d'une monnaie qui elle-même était garantie en or. Et on a vu apparaître ce qu'on a appelé l'étalon de change or, c'est-à-dire que beaucoup de monnaies ont été garanties, convertibles en dollars. Le dollar, pour sa part, était en principe convertible en or. Mais en réalité, les États-Unis ont refusé de remettre de l'or aux détenteurs de dollars. Ils ont accepté pendant un certain temps l'échange simplement pour les autres banques centrales, et puis ils ont suspendu cette garantie. Et finalement, en 1968, on a, comme on dit, fermé le guichet d'or, et le dollar est devenu une monnaie sans définition. Et ça a été la première fois dans l'histoire que les monnaies n'avaient plus de définition en termes réels. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. L'euro, c'est l'euro. On ne peut pas en dire plus. Le dollar, c'est le dollar. Mais il n'y a pas de garantie en termes réels, alors que la monnaie est un pouvoir d'achat généralisé. Il faut toujours revenir à cette notion. Toujours est-il qu'à notre époque, donc, les banques centrales existent pratiquement partout. Pas partout. Par exemple, à Hong Kong, ce sont des banques privées qui émettent des billets, et il y a simplement ce qu'on appelle un currency board, un organisme qui échange les dollars à prix fixe contre le dollar de Hong Kong. Mais on peut dire de manière générale, partout dans le monde, il y a des banques centrales. Et que font ces banques centrales? Tout d'abord, elles ont le monopole de l'émission de billets. Elles ont généralement la charge de la chambre de compensation, mais elles pourraient très bien ne pas l'avoir. Les chambres de compensation pourraient fonctionner
tout à fait indépendamment des banques centrales, elles font la politique monétaire. Alors, ça paraît tout à fait normal à notre époque que la politique monétaire existe et qu'on en parle presque tous les jours dans les journaux, n'est-ce pas? Mario Draghi va faire une politique monétaire plus expansionniste, et tout le monde est dans l'attente de la politique monétaire. Il n'y a pas de nécessité de faire une politique monétaire. Ça m'a beaucoup frappé un jour où Frédéric Hayek m'avait dit que la première fois qu'il avait entendu parler de politique monétaire, c'est lorsqu'il était allé aux États-Unis en 1923. Ça m'a frappé parce que je me suis dit, voilà, je rencontre quelqu'un qui n'a pas connu ce terme de politique monétaire pendant ses jeunes années, lorsqu'il était, par exemple, étudiant en économie. Et c'est assez étonnant parce qu'on considère comme quelque chose qui va de soi. Les gens à notre époque ont du mal à imaginer qu'on puisse ne pas avoir de politique monétaire. Mais pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu de politique monétaire. Et la monnaie a parfaitement fonctionné. C'est très frappant quand on regarde l'évolution des prix sur 20 siècles. Ça a été à peu près constant, parce qu'il y a eu l'or, l'argent, etc. Ça a été à peu près constant, sauf lorsque on a volé l'or de l'Amérique latine, lors de la découverte de l'Amérique latine. Donc là, il y a eu une petite inflation, parce que le stock d'or a augmenté soudainement. Et puis, quand on arrive au XXe siècle, avec le début des banques centrales, enfin même déjà un petit peu au XIXe siècle, il y a une montée absolument incroyable des prix. Il y a une preuve concrète, n'est-ce pas, du fait que la monnaie n'a jamais été aussi mauvaise que depuis que les banques centrales existent. Et c'est d'autant plus étonnant que tout le monde, pratiquement, considère qu'on ne peut pas avoir un système monétaire sans banque centrale. Il y a là quelque chose de tout à fait stupéfiant. On peut être persuadé d'une chose par le raisonnement ou par l'exemple. Pour ma part, je préfère être persuadé par le raisonnement, mais pour beaucoup de gens, l'exemple est important. Mais cet exemple-là, on l'ignore. On l'ignore, on ne veut pas croire que les banques centrales ont eu cette responsabilité dans la création de mauvaises monnaies. Donc, elles font de la politique monétaire, on leur attribue aussi le rôle de prêteur en dernier ressort, à savoir que si des banques sont en difficulté, la Banque centrale les sauve. Et là encore, c'est quelque chose de nuisible, parce que le risque de faillite est un élément régulateur. Il empêche de faire des produits. Et là encore, on peut trouver une complicité justement entre la Banque centrale et les banques commerciales. Les banques commerciales savent qu'elles peuvent prendre des risques excessifs. La Banque centrale sera là pour les sauver si elles ont pris trop de risques. Je me souviens qu'un banquier américain m'avait dit, il y a longtemps de ça, à une époque où il y avait eu une crise monétaire en Amérique latine, il m'avait dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point la Banque centrale américaine, le Fed, nous a poussé à prêter sans limite aux pays d'Amérique latine, quels que soient les risques, en nous disant, vous en faites pas, de toute façon, si vous avez des difficultés, nous serons là pour vous tirer d'affaire. Donc ce rôle de prêteur en dernier ressort, que l'on interprète bien souvent comme un rôle stabilisateur, c'est en fait un rôle déstabilisateur, puisqu'il incite à créer trop de monnaie. Enfin, la Banque centrale, parfois, joue un rôle pour mettre en place un système de change fixe lorsqu'elle donne des garanties de convertibilité à prix fixe en termes d'autres monnaies. Donc, les systèmes monétaires modernes, ils sont hiérarchiques, en ce sens qu'il y a une banque centrale située au-dessus des autres banques. Ils sont nationaux, en ce sens que l'on vit avec l'idée que chaque nation doit avoir sa propre monnaie, qu'il y a un monopole sur le territoire national, et ce monopole, il est assuré par des dispositions légales, par exemple le cours forcé, les lois sur le cours forcé interdisent aux résidents d'un pays de faire des transactions intérieures autrement qu'avec la monnaie nationale. Pour les échanges internationaux, évidemment, c'est pas possible. Et puis il y a le contrôle d'échange aussi, qui consiste à limiter les échanges avec les monnaies étrangères. Donc, ces systèmes monétaires modernes sont hiérarchiques, nationaux et publics, en ce sens que la Banque centrale est un monopole public. Alors, quelles sont les conséquences du monopole? Il y en a deux qui sont essentielles. C'est l'inflation et l'instabilité.
L'inflation, je l'ai déjà évoqué, je vous ai dit que la monnaie est un pouvoir d'achat généralisé, et l'inflation, c'est quoi? C'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Donc, l'inflation est nécessairement mauvaise. On ne peut pas sortir de là. C'est, je crois, une proposition qu'on ne peut absolument pas nier. Et ça me frappe toujours quand je lis, par exemple, que la Banque centrale européenne a pour objectif de faire 2% d'inflation. C'est trop, 2%. 2%, c'est déjà considérable, n'est-ce pas? Comparez ça au taux d'intérêt. Un taux d'intérêt de 2%, c'est déjà significatif. Si la monnaie perd 2% par an de sa valeur, de son pouvoir d'achat, c'est un taux d'intérêt négatif de 2%. C'est quand même pas négligeable. Au bout de 10 ou 20 années, ça fait beaucoup. Alors, je voudrais justement, pour ça, insister là encore, sur une idée fausse de notre époque que l'on rencontre bien souvent, vous le disiez également dans les journaux, on nous parle du risque de déflation. Qu'est-ce que c'est que la déflation? C'est la baisse des prix en monnaie. Eh bien, la déflation, c'est formidable. Moi, je défends la déflation. Pourquoi? Ben, ça veut dire que le pouvoir d'achat de la monnaie augmente. Dire que les prix des biens baissent en termes de monnaie, c'est dire que le prix de la monnaie augmente en termes de biens. Le pouvoir d'achat de la monnaie augmente. Donc, la déflation, c'est bon. Et de ce point de vue-là, je voudrais souligner une proposition qui me paraît absolument véritable, vraie. Je défie quiconque de démontrer que cette proposition est fausse. La proposition suivante: il n'y a pas de raison de créer la monnaie. Il n'est pas nécessaire dans une société quelconque de créer de la monnaie. Il est utile d'avoir de la monnaie, c'est pas la même chose. Mais à partir du moment où vous avez une certaine quantité de monnaie qui existe, il n'est pas nécessaire d'en créer davantage. Imaginez un monde, pour simplifier, un monde où il y a une seule monnaie. Et ce monde est en croissance. Il y a une augmentation du revenu national mondial. Puisqu'il y a augmentation des ressources, les besoins d'encaisse réelle des individus augmentent. Ce que les individus désirent, ce n'est pas des encaisses nominales, ce sont des encaisses réelles. Je répète toujours les mêmes choses, un pouvoir d'achat en attente, n'est-ce pas? Donc, ils vont augmenter leur demande de monnaie, de manière à financer des transactions qui sont plus importantes. Comme on ne crée pas d'encaisse nominale, eh bien, il va y avoir une baisse du prix des produits, une augmentation du prix de la monnaie. Voilà le meilleur moyen de créer de la monnaie, de ne pas en créer. Autrement dit, les individus, ils ont besoin d'encaisses réelles, mais ce que les autorités monétaires et les banques créent, c'est des encaisses nominales. Plus on crée d'encaisses nominales, moins on a d'encaisses réelles, puisque la monnaie perd du pouvoir d'achat, et inversement. Donc c'est ça ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de la monnaie. Et plus on crée de monnaie, moins il y a de monnaie, et moins on crée de monnaie, plus il y a de monnaie. Mais en précisant bien qu'il y a encaisse nominale et encaisse réelle. Et ça me paraît être une proposition tout à fait centrale. Donc, n'ayons pas peur de la déflation, mais puisqu'il n'y a pas de raison de créer de la monnaie, on n'a pas besoin de banque centrale, on n'a pas besoin de politique monétaire. À partir du moment où la monnaie existe, où on a une certaine quantité de monnaie, le besoin d'encaisse, il est satisfait par cette variation de prix entre la monnaie et les autres biens. Les conséquences de l'inflation, eh bien, elles sont multiples. Alors, il y a bien sûr celle que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises, la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Il y a ce qu'on peut appeler l'impôt d'inflation. Si vous avez de l'inflation, je le répète, le pouvoir d'achat de la monnaie se détériore, donc les individus sont obligés de restaurer une partie de leurs encaisses. Ils vont détenir moins d'encaisses réelles parce qu'il y a quand même une fuite devant la monnaie, mais malgré tout, il faut qu'ils rachètent de la monnaie aux émetteurs de monnaie. Et donc il y a un transfert de ressources des détenteurs de monnaie vers le système bancaire, la banque centrale et les banques commerciales, ce qu'on appelle l'impôt d'inflation. Il y a création d'incertitudes parce que plus souvent, le taux d'inflation
est variable, il y a des décalages entre les décisions de politique monétaire, leur application, leurs conséquences, etc. Il y a des effets de répartition, parce qu'il y en a qui peuvent profiter des encaisses nouvellement créées plutôt que d'autres pour acheter des biens avant que leur prix augmente, etc. Donc, il y a tout plein de raisons de critiquer l'inflation et qui est le résultat du fonctionnement des systèmes monétaires modernes. Le deuxième problème que je veux souligner, la deuxième conséquence de l'existence des banques centrales et des systèmes monétaires de notre époque, c'est l'instabilité et la création de crises monétaires. Alors, je voudrais, peut-être de ce point de vue-là, faire un rapide rappel de théorie. Ça m'a frappé lorsqu'il y a eu la dernière crise monétaire et économique. Dans les journaux, on pouvait lire qu'il y avait deux approches théoriques en débat, qui étaient l'approche keynésienne et l'approche monétariste, celle de Milton Friedman, et les journaux disaient ce sont les keynésiens qui ont gagné. Pour ma part, je ne considère pas du tout, parce que je crois que la théorie keynésienne ne nous donne absolument aucun moyen de comprendre les crises monétaires. Je ne vais pas prendre le temps, parce que je vois que je suis déjà un peu trop bavard, je ne vais pas prendre le temps de développer ma critique de la théorie keynésienne, mais là encore, je suis étonné de voir qu'une théorie qui est aussi absurde puisse être aussi répandue, aussi mise en exergue. L'une des raisons, c'est qu'évidemment, elle donne au gouvernement des justifications pour faire des politiques monétaires expansionnistes. Comme je l'ai rappelé, ça leur rapporte. Ça rapporte à la Banque centrale qui appartient à l'État, et pour faire évidemment des politiques de déficit public. La théorie monétariste a insisté sur une chose qui est tout à fait correcte, à savoir que l'inflation est toujours un phénomène monétaire, et comme vous le savez, certainement, Milton Friedman a proposé pour sa part ce qu'on a appelé la règle monétaire, à savoir d'imposer aux banques centrales de ne pas dépasser un certain taux de croissance de la quantité de monnaie. J'aurais peut-être l'occasion de revenir un tout petit peu là-dessus. Mais ce qui me paraît frappant, c'est qu'on oublie, lorsqu'on oppose ces deux écoles de pensée, on oublie qu'il y en a une troisième, la seule à mes yeux qui explique véritablement les crises monétaires de notre époque, à savoir ce qu'on appelle la théorie autrichienne. La théorie autrichienne des crises. La théorie autrichienne des crises, elle nous rappelle que, tout simplement, le taux d'intérêt, c'est le prix du temps. Pour Keynes, c'est le prix de la monnaie, ce qui est une erreur considérable. Le taux d'intérêt, c'est le prix du temps. C'est ce qui permet de passer d'aujourd'hui à demain et inversement. Et manipuler un prix aussi important que le prix du temps, ça a forcément des conséquences fâcheuses. Quelles conséquences? Eh bien, en diminuant le taux d'intérêt, on incite des investisseurs potentiels à faire des investissements qui normalement ne sont pas rentables ou à prendre trop de risques. Le taux d'intérêt est tellement faible qu'on fait un peu n'importe quoi. Et encore, on trouverait bien des exemples concrets. Et la théorie autrichienne en conclut que l'une des conséquences importantes de la création monétaire, c'est qu'elle modifie les structures de production et les structures de prix. Elle incite à ce qu'on appelle non pas des excès d'investissement, mais des mal-investissements, de mauvais investissements, qui s'avéreront un jour comme étant mauvais. Précisément lors de la crise que cela apparaît. Donc, les conséquences de la création monétaire, en dehors de l'inflation, c'est de créer des distorsions. Puisque, je le répète, à notre époque, la monnaie, elle est créée en contrepartie d'une distribution de crédit. Mais une distribution de crédit qui est purement artificielle. On fait comme si l'épargne était plus abondante qu'elle n'est en réalité. Alors, je voudrais, de ce point de vue-là, comparer deux systèmes. Mais d'abord, peut-être rappeler une chose, c'est que pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, les crises économiques, elles ont eu des causes réelles, à savoir des mauvaises récoltes, des guerres, etc. À notre époque, les crises sont d'origine monétaire.
Et donc, je voudrais comparer de ce point de vue-là deux systèmes. Il y a un premier système que j'appellerais le système de référence, qui est en gros le système, disons, du 19e siècle, ou un peu avant. Un système que je caractérise de deux manières. Une épargne volontaire et abondante, qui finance des investissements, et par ailleurs une monnaie stable. Et je prendrai l'hypothèse, par exemple, d'une quantité de monnaie constante, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et dans ce cas-là, eh bien, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait de fluctuations importantes, parce qu'il y a bien sûr une certaine stabilité. Qu'est-ce qui détermine le taux d'intérêt? C'est d'une part la préférence pour le temps entre le présent et le futur des individus, et d'autre part la demande d'épargne de la part des investisseurs. Eh bien, tout ceci, bien sûr, n'est pas absolument stable, mais ça varie extrêmement lentement. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des chocs. Pour qu'il y ait une crise, il faut qu'il y ait un choc à un moment donné, un choc de grande dimension. Donc ça, c'est le système de référence, et c'est comme ça que les choses ont fonctionné pendant longtemps, disons jusqu'au XXe siècle. Qu'est-ce qui se passe à notre époque? Je le caractériserai de deux manières. D'une part, on a une situation où l'épargne volontaire est faible, et où par ailleurs, il y a possibilité de création monétaire illimitée. Épargne faible, pourquoi? Pour ma part, je considère que c'est essentiellement parce qu'il y a une fiscalité qui est hostile à l'épargne, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, parce qu'il y a des réglementations également qui ne favorisent pas l'épargne, et donc il y a une demande d'épargne de la part des investisseurs qui n'est pas forcément bien satisfaite. C'est tout à fait caractéristique, par exemple, qu'un pays comme les États-Unis ait un taux d'épargne très faible. Et donc, les États-Unis, d'une part, importent de l'épargne de pays émergents comme la Chine, et d'autre part, ils essaient de trouver un relais par la création monétaire. Mais c'est une fausse épargne, c'est une illusion. Et d'autant plus, d'ailleurs, que la baisse du taux d'intérêt, qui est concomitante à la création monétaire, elle réduit encore plus l'épargne volontaire. Les épargnants épargnent d'autant moins que le taux d'intérêt est plus faible. Donc on raréfie la véritable épargne, celle qui est désirée par les individus, et puis on fait croire qu'il y a plus d'épargne qu'il y en a. Et donc il y a un conflit entre la demande de biens de consommation qui est élevée du fait que l'épargne est faible, et d'autre part une demande de biens d'investissement pour des investissements trop risqués et à rendement faible. Et c'est ça qui crée des distorsions dans les systèmes, des distorsions qui ne peuvent pas durer indéfiniment. Un jour ou l'autre, ça éclate. C'est là que la crise se manifeste. La crise récente en donne, je crois, une illustration tout à fait claire. Et je le répète, c'est assez étonnant que dans les médias, dans les discours politiques, etc., personne ne mentionne la seule théorie qui permettait d'expliquer la crise que nous avons connue. Qu'est-ce qui s'est passé en effet? Eh bien, au début du XXIe siècle, les banques centrales, en particulier la Banque centrale américaine, ont fait une politique monétaire extrêmement déstabilisante. Par exemple, le taux d'intérêt leader du Fed a été de 6% en l'an 2000, il est tombé à 1% ou 1,5% en 2004, et puis il est remonté ensuite à 3%. Ce sont des variations absolument invraisemblables. Jamais de telles variations ne se sont produites dans le monde de référence que j'évoquais tout à l'heure, le monde où il y a un marché libre, privé de l'épargne et pas de création monétaire artificielle. Donc il y a eu une instabilité considérable du taux d'intérêt qui a été à l'origine de tout. On a trompé les individus, par exemple, vous connaissez bien le problème des subprimes, n'est-ce pas? On a fait croire aux individus qu'ils pouvaient acheter des logements à des taux d'intérêt très faibles, que ces taux d'intérêt allaient durer indéfiniment, et lorsque les taux d'intérêt ont augmenté, eh bien, les gens ont eu du mal à rembourser. Donc on trompe les individus en leur donnant de faux signaux par des politiques monétaires déstabilisantes. Et dans le cas des subprimes, en plus,
il y a eu une intervention étatique très, très précise, à savoir que les autorités américaines ont menacé les banques de les punir, par exemple en leur interdisant de créer des filiales, en leur interdisant un tas de choses, si elles n'accordaient pas de crédit à des gens qui normalement ne devraient pas en obtenir compte tenu des standards normaux. Le rôle d'une banque, pourtant, c'est bien de choisir des risques et de décider de refuser éventuellement un crédit à quelqu'un qui est incapable de rembourser. Mais non, on a considéré qu'elles étaient obligées de prêter sans tenir compte des risques, et donc ça a contribué, n'est-ce pas, à cette création considérable de liquidités, de financement excessif de logements qui, par la suite, sont apparus comme étant une source de graves problèmes. Et donc, il y a eu un certain nombre de raisons de ce genre, et c'est toujours étonnant, là encore, de voir que, indéfiniment, dans les médias, on répète que la crise financière a été l'expression de l'instabilité inhérente du capitalisme, et qu'il faut, par conséquent, que l'État réglemente pour apporter de la stabilité. C'est exactement le contraire. À notre époque, d'ailleurs, il y a une source majeure d'instabilité qui est l'État, soit par la variation de sa politique monétaire, soit par la variation de sa politique fiscale et budgétaire. Et je vous signale au passage, la variabilité de la politique fiscale, elle a un coût particulier parce qu'on ne peut pas s'assurer. On peut s'assurer contre toutes sortes de risques de la vie, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas s'assurer contre le risque que l'État augmente vos impôts. Donc c'est non seulement une cause d'incertitude, mais en plus d'incertitude qui n'est pas assurable, et de même bien sûr pour la politique monétaire. Donc contrairement à ce qu'on dit, l'État est la source majeure d'instabilité à notre époque par sa politique fiscale, qui, je l'ai dit au passage, raréfie l'épargne, politique fiscale qui est souvent variable, et par sa politique monétaire. Et je pense au contraire que c'est un manque de capitalisme qui a contribué aussi à la crise pour la raison suivante. Comparons là encore ce qui se passait au XVIIIe ou une partie du XIXe siècle et maintenant. Au XVIIIe ou XIXe siècle, il y avait un très grand nombre de petites banques possédées par des vrais capitalistes et qui mettaient leurs ressources, leur patrimoine dans le capital de la banque, et ils étaient évidemment incités à ne pas prendre trop de risques parce que c'est leur propre argent qui était en cause et ils voulaient éviter de faire faillite. Et par conséquent, dans ce système, on avait une grande stabilité. À d'autres époques, on a quelque chose de tout à fait différent, à savoir un petit nombre de très grandes banques. Et à mes yeux, c'est en partie la conséquence de l'intervention étatique, par exemple le fameux too big to fail, n'est-ce pas, qui incite donc à concentrer les banques pour avoir profité davantage de cette garantie du prêteur en dernier ressort ou des autorités publiques en général. Donc on a un petit nombre de très grandes banques avec chacune un très grand nombre d'actionnaires, mais aucun des actionnaires n'est assez important pour contrôler véritablement la gestion de la banque. Et la gestion de la banque, elle est faite non pas par des capitalistes, mais par des salariés. Les directeurs de banque, n'est-ce pas, sont des salariés et non pas des capitalistes. Et bien évidemment, l'intérêt d'un capitaliste, c'est d'éviter la faillite. L'intérêt d'un salarié, c'est de gagner le plus possible à court terme. Et puis on verra bien la suite des événements. Et alors, je ne nie pas, bien sûr, que les banquiers ont pris trop de risques compte tenu du fait qu'il y avait beaucoup de liquidités en circulation, pour les raisons que j'ai évoquées, et donc beaucoup ont pris trop de risques parce que leurs bonus ont été accrus, ils augmentaient l'activité de la banque, etc. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient capitalistes, mais au contraire parce qu'ils ne l'étaient pas, bien évidemment. Je me souviens avoir parlé au début du XXIe siècle avec un jeune financier d'une grande banque française. Il me disait, c'est formidable la liquidité qu'il y a dans le monde, on peut tout financer, on peut financer n'importe quoi, etc. Et je lui dis, mais ça ne peut pas durer, ça ne peut pas durer. Il me dit, si, ça va durer. Là, vous voyez un exemple concret d'illusion. Alors lui, il était content, il profitait de tout ça, mais malheureusement, ça a été l'un des facteurs de la crise.
Et donc, cette crise a provoqué toute une série de problèmes que nous connaissons bien. Alors, je ne veux pas prendre trop de votre temps. Je le dis peut-être en deux mots, j'aurais voulu parler un petit peu de la politique monétaire, souligner, mais je l'ai déjà fait en grande partie, que la politique monétaire est bien souvent, essentiellement, une illusion de court terme. Évoquer la dévaluation, j'ai déjà dit que la dévaluation est assimilable à un vol. Mais je voudrais quand même souligner quelque chose au passage. Quand on dévalue une monnaie ou quand la monnaie se déprécie, on nous dit oh, c'est formidable parce que on va importer moins et on va exporter plus. Alors d'abord, je pourrais démontrer, mais je n'ai pas le temps de le faire, que c'est peut-être vrai à court terme, mais ce n'est pas vrai à plus long terme parce que le solde de la balance commerciale est déterminé par la balance des capitaux et la balance monétaire. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur le point suivant. On se réjouit du fait que le prix des importations augmente. C'est se réjouir de ce qu'on soit obligé de payer plus cher ce qu'on achète. Quand vous allez dans un magasin, vous êtes content si le prix est faible. Et pourquoi on est content lorsque le prix des importations augmente? Il y a là une distorsion, n'est-ce pas, de l'interprétation des choses qui est étonnante. Les importations, ce sont des achats. On devrait donc être content que les prix baissent et non pas qu'ils montent. Pourquoi on est favorable à la baisse des importations, à l'augmentation des exportations? Parce qu'on est keynésien et que l'on croit, à tort, que les problèmes économiques sont des problèmes de demande globale. C'est le réflexe courant à notre époque. La crise monétaire, elle n'a pas été provoquée par une insuffisance de demande. Elle n'a pas été provoquée, comme le croit Keynes, par le fait qu'il y avait trop d'épargne, il y avait pas assez, au contraire. Mais le réflexe est le même. Ah, il y a une crise, bon, il faut que l'État dépense, il faut augmenter la dépense globale, il faut essayer de promouvoir les exportations, de réduire les importations. Tout ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux sur toute la ligne. Et la politique monétaire et la politique budgétaire de notre époque sont radicalement erronées. Et je suis, moi, pas surpris qu'on continue à répéter indéfiniment les mêmes choses alors que ce sont des erreurs. Alors, il faut évidemment sortir de là. Quelles sont les solutions? Deux catégories de solutions. En regardant les banques centrales, qu'est-ce qu'on peut faire? On parle souvent de l'indépendance des banques centrales. C'est un peu une illusion, parce qu'on peut profiter de l'indépendance pour faire des bonnes choses ou des mauvaises choses. Et puis par ailleurs, l'expérience le prouve, on n'est jamais totalement indépendant. La Banque centrale européenne est quand même très sensible à l'état de l'opinion, à ce que disent les gouvernements, etc. Revenir à l'état or, c'est une chose qui est souvent proposée. Mais quel étalon or? Si c'est l'étalon or avec des garanties données par les banques privées, je suis d'accord. Un étalon or avec des garanties données par la banque publique, l'histoire se répétera. Elles feront de la création monétaire et elles dévalueront. Imposer une règle monétaire, c'est très bien sur le papier, de limiter le taux d'augmentation de la masse monétaire ou de la base monétaire, mais il faut des sanctions, sinon ce ne sera pas respecté. Instaurer la concurrence entre les banques centrales, ça serait déjà un progrès, c'est-à-dire en permettant aux individus d'utiliser non pas simplement la monnaie nationale, mais la monnaie qu'ils désirent. On aurait pu réaliser l'intégration monétaire européenne bien plus tôt si au lieu de créer l'euro, on avait tout simplement dit tous les Européens peuvent utiliser comme ils veulent les monnaies européennes. Je ne sais pas ce qu'on appelle. Il y a un pays, la Hongrie, qui autorise les citoyens à utiliser soit la monnaie nationale, soit l'euro. Le deuxième ensemble de solutions, ça consiste à revenir à la concurrence entre des monnaies privées. Et c'est une solution, bien entendu, à laquelle je crois beaucoup. Je ne vais pas la développer, puisque ça va être un des aspects du thème qui va vous être présenté.